Donc, nous allons parler aujourd'hui d'agrivoltaïsme. Donc, on a intitulé cette conférence Une nouvelle filière se développe, parce que ça fait pas si longtemps qu'on en parle, mais maintenant, chaque semaine, il y a un nouveau projet de démonstrateur, une nouvelle disposition. C'est en plein cœur de l'actualité législative également. Donc, il nous a semblé que c'était opportun, et si j'en juge par votre nombre, qui était important, de parler à nouveau cette année d'agrivoltaïsme. Alors, on va vous demander à qui profite l'agrivoltaïsme et comment il profite notamment à l'agriculture. On va environ y consacrer une bonne heure et quart, et on vous laissera ensuite un temps pour les questions et les réponses. Mais le panel étant tout de même assez large, voilà, il va nous falloir un petit moment pour arriver au bout de nos questions. Je vais vous présenter nos intervenants en allant de ma droite vers la gauche, donc l'inverse pour vous, en commençant donc par Nicolas Ferras, qui est chef de la division agricole de Total Energy. À côté de lui est Marie Sepcha, qui est coordinatrice Agri-PV France de EDF Renouvelables. L'intervenante prévue, Lucie Maillard, a été victime des grèves nationales, donc elle n'a pas pu faire le voyage jusqu'à nous. Donc merci Marie de la remplacer au débeauté. À côté de Marie Sepcha, Antoine Nogier, qui est président de France Agrivoltaïsme et aussi fondateur de Sonagri. À côté de Monsieur Nogier se trouve Benoît Roux, qui est directeur solaire de Baguaré. Et à côté de Monsieur Roux se trouve un monsieur qui lutte contre son appareil et qui s'appelle Jérémy Mella, qui est chef de produit transition écologique de l'AFNOR Certification. Et puis enfin, tout au bout, nous avons un exploitant agricole, un représentant de la profession elle-même, Alexandre Bardet, qui est président de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques. Alors, comme je vous le disais aux intervenants en introduction, nous allons commencer par faire un petit tour rapide de présentation pour vous situer. En commençant par vous, Alexandre Bardet, j'ai dit que vous étiez exploitant agricole. Quelle est votre exploitation? Quelle est votre activité? Allez-y. Donc bonjour, Alexandre Bardet, exploitant agricole dans l'Yonne, sur une structure bio. En culture ou élevage? Grande culture, polyculture élevage. On a réintroduit l'ovin dans le système bio l'année dernière pour rendre plus vertueux et valoriser mieux nos têtes de rotation qui est la luzerne. Voilà, avec un projet agrivoltaïque collectif. Et alors, votre organisation, la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, est relativement jeune. Il me semble qu'elle n'existait pas l'année dernière. Elle a 1 an. C'est ça. Donc, vous êtes qui dans cette fédération? Je suis un des... Non, je veux dire, les membres de cette fédération sont qui? Majoritaire, enfin, c'est une fédération d'agriculteurs qui, au départ, ont une même problématique, avec les mêmes questionnements. Et on a décidé de se fédérer pour essayer d'y répondre. Merci. Antoine Nogier, donc je disais, vous étiez fondateur de Sonagri, mais aussi président de France Agrivoltaïsme. Qui représente votre organisation? Bonjour. Qui représente... Alors, qui sont les membres de votre organisation Alors, il y a une centaine de membres, une petite centaine de membres. On a 1 an et demi d'existence et on est organisé en 3 collèges. Il y a le collège des énergéticiens. Le collège, donc là, on trouve beaucoup de développeurs. Le collège des agricoles, donc on va trouver à la fois des agriculteurs et à la fois les grandes fédérations agricoles, FNSEA, Chambre d'agriculture de France, quelques chambres d'agriculture départementales ou régionales, la SAFER, etc. Et puis on a également un 3e collège qui concerne les technologies agrivoltaïques. C'est tous ceux qui développent des technologies, software, hardware, des savoir-faire sur l'agrivoltaïsme en tant que discipline, j'allais dire, filière, parce qu'on a une approche de filière. Merci. Marie Sepcha, à côté de Monsieur Nogier. Alors, depuis quand est-ce que EDF Renouvelables développe des structures agrivoltaïques? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Oui, bonjour. C'est pas tout à fait nouveau. Le développement de l'agrivoltaïsme chez nous, il est issu en fait d'un positionnement lié aussi aux ambitions du gouvernement en matière de développement de capacités solaires.
On sait que la moitié des toitures, des capacités solaires se développeront en toiture ou ombrière. Et sur l'autre moitié, l'agri-PV peut être une filière, finalement, une des solutions, en plus des sites dégradés, qu'on étudie bien évidemment toujours, prioritairement. On étudie également du solaire flottant, par exemple. Et l'agri-PV est un segment qui doit être étudié attentivement. On a démarré l'agri-PV par des expérimentations, et le premier expérimentateur aux Renardières, en Seine-et-Marne, en 2019. Voilà, pour étudier la luzerne, le développement de la luzerne et du blé. Prochainement, on aura un autre démonstrateur début 2023 sur le Gard pour étudier luzerne et riz. Donc on a une approche assez expérimentale de la question et également une approche aujourd'hui territoriale, mais qu'on développera tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors Nicolas Ferras, oui, je voulais parler de vous, parce que vous avez, dans votre parcours, l'essentiel de votre carrière a été réalisé dans le domaine agricole. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous avez fait la transition de l'agricole au photovoltaïque, et est-ce qu'il s'agit vraiment d'une transition d'ailleurs ? Oui, bonjour. Oui, j'ai passé 15 ans dans le monde agricole, notamment dans la coopération agricole, où j'ai eu à traiter quelques sujets, notamment des sujets qui liaient agriculture, climat, derrière, et l'adaptation, notamment aux phénomènes et aux évolutions climatiques. Et c'est là où l'énergie arrive au centre aussi de ces sujets-là. Donc c'est assez lié. Aujourd'hui, on voit que ça fait assez... alors, ça fait discussion, mais il y a quand même un consensus sur... l'intérêt de rapprocher ces deux mondes et trouver des solutions là. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le groupe InVivo, et groupe InVivo qui était un des partenaires, notamment de Total Energy dans nos développements. Et aujourd'hui, notre stratégie de développement, elle est vraiment calée sur ces partenariats territoriaux avec le monde agricole, que ce soit à la fois sur l'expertise, c'est-à-dire comment on crée une banque d'expertise pour pouvoir, démontrer les synergies et les bénéfices, et deux, comment on déploie cela dans les territoires pour fédérer autour de ces projets-là. Et c'est des choses qui sont assez connues dans le monde agricole, c'est pas nouveau, c'est structurant des territoires ruraux. Et donc, il y a cet ADN qui est partagé. Et on est sur le temps long, c'est-à-dire qu'un agriculteur, il a 40 récoltes dans sa vie. Là, on va parler de centrales renouvelables. C'est une trentaine d'années d'exploitation. Donc, un agriculteur qui va travailler avec un énergéticien, ça veut dire qu'il va se marier pendant 30 ans, soit quasiment l'ensemble de son activité professionnelle. Et donc, ça rapproche. Et avec, symboliquement, depuis quelques mois, on est quand même les deux seuls ministères aujourd'hui qui sont dits de la souveraineté. On a la souveraineté énergétique, souveraineté agricole. Donc, ça fait quand même plein de parallèles, et qui fait qu'aujourd'hui, ces deux mondes-là sont en train d'apprendre à collaborer et à développer des projets, et qu'on espère les plus vertueux, notamment dans les territoires. Merci beaucoup. Jérémy Mella, vous avez créé l'AFNOR, un label agrivoltaïque que l'on présentera tout à l'heure plus en détail. Pourquoi est-ce qu'il fallait un label ? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un label et une certification peuvent s'inscrire dans différents cadres et pour répondre à différents besoins. Et là, tout le travail de ce label est d'apporter un cadre à une jeune filière et de pouvoir justement valoriser et évaluer les projets qui apportent un bénéfice et un service agricole. D'accord, on va effectivement le détailler tout à l'heure, ce qu'est ce label et puis les critères qu'il faut pour l'obtenir. Benoît Roux, vous êtes donc responsable de la division solaire de BayWa r.e. Vous vous intéressez à l'agrivoltaïsme en France, mais aussi en Europe. Depuis quand vous êtes sur ces sujets ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, le groupe BayWa r.e. s'intéresse à l'agrivoltaïsme depuis sa création, en fait. Donc, il remonte à 2009, date à laquelle le groupe BayWa s'est diversifié dans les énergies renouvelables en créant cette division par voie de croissance externe, d'acquisition de sociétés déjà actives dans les ENR depuis pas mal de temps. Le groupe BayWa, c'est une grosse coopérative agricole en Allemagne qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine. On a parlé du groupe InVivo, c'est une entreprise comparable, basée en Allemagne, qui rayonne sur plusieurs continents, donc il y a des activités internationales aujourd'hui. Et donc la division renouvelable, très naturellement,
s'est intéressé aux synergies entre l'agriculture et la production d'énergie verte depuis les années 2010. Et on a réalisé un premier projet pilote en 2016, qui a été mis en service en 2016 à Eagle-Bar, sur les bords du lac de Constance. Donc c'est des structures agrivoltaïques surélevées qui permettent des tests de différentes cultures maraîchères, grandes cultures, à des fins de test. Un projet qui a été fait en collaboration avec le Fraunhofer ISE. Et donc depuis cette date-là, on a effectivement eu de nombreuses expérimentations jusqu'à des tailles commerciales aujourd'hui, dont je parlerai un peu plus. Alors, je le disais en introduction, on a l'impression qu'en France, le sujet monte. Est-ce qu'au niveau européen, allemand, Pays-Bas, est-ce que c'est aussi le cas? Est-ce que ça prend de l'ampleur ou c'est une des pratiques parmi d'autres du photovoltaïque? Effectivement, ça prend de l'ampleur dans d'autres pays aussi. On est bien placé chez BayWa pour en témoigner. On a de nombreux projets agri-PV aujourd'hui en exploitation aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche. Donc des pays où un cadre réglementaire est en train d'émerger, un peu à l'image des discussions qu'on a aujourd'hui en France, notamment à l'Assemblée nationale à l'heure où on se parle. Donc ces cadres réglementaires existent. On a dans certains cas même des mécanismes de soutien qui sont là pour favoriser le développement de l'agrivoltaïsme. Je pense notamment à l'Allemagne avec sa loi EEG qui a des dispositions particulières pour le... C'est la loi énergie renouvelable allemande. Exactement, tout à fait. Voilà, donc on attend aussi beaucoup du législateur pour favoriser ce cadre de développement en France. Et donc oui, pour répondre à votre question, il y a de nombreuses activités et dans d'autres pays aussi, où je pense à l'Italie notamment, qui a mis en place un cadre réglementaire définissant de manière assez précise, en tout cas de leur manière, ce qu'est un projet agri-PV, et d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal, qui sont assez proactifs aussi sur ces questions. Merci beaucoup pour ce tour d'Espagne, non, ce tour d'Europe. Alexandre Bardet, et je passerai ensuite la parole à Antoine Nogier pour essayer de définir avec vous ce qu'est l'agrivoltaïsme. Comment est-ce que vous entendez ce terme ? Avant tout, l'agrivoltaïsme, avant tout, c'est pour nous la combinaison de la synergie de deux productions. C'est réussir à maintenir l'activité agricole à l'intérieur des parcs photo tout en produisant de l'énergie. Antoine Nogier, vous auriez exactement la même définition ? Je vais la formuler différemment. L'agrivoltaïsme, c'est l'art de rendre compatibles des choses qui sont par nature incompatibles. Je m'explique. Le solaire photovoltaïque, ça capte les photons. Et l'agriculture marche avec la photosynthèse. Et même les animaux broutent de l'herbe qui marche avec la photosynthèse. Donc, quand on met un panneau au-dessus d'un champ, a priori, ils sont en compétition. Mais en fait, il existe des solutions de synergie qui permettent en fait d'apporter des doubles bénéfices. Et donc l'idée de l'agrivoltaïsme, c'est de rechercher les solutions gagnant-gagnant, les solutions qui permettent de préserver la production agricole et d'apporter un bénéfice, un service direct à la production agricole, sans que cela se traduise par un effet négatif. Voilà. Et c'est-à-dire sans que le photovoltaïque rentre en compétition avec l'agriculture. Et c'est possible. C'est tout à fait possible. Et donc c'est assez séduisant, notamment dans le contexte où le climat changeant, l'agriculture est amenée à se protéger de plus en plus des effets très délétères du climat, le réchauffement climatique, mais également le gel printanier, la grêle, etc., et tous les épisodes météorologiques extrêmes. Et en fait, l'agriculture a urgemment besoin non seulement de souveraineté, ça a été rappelé tout à l'heure, mais maintenant de protection climatique pour éviter qu'elle s'effondre dans les décennies qui viennent. Et donc l'agrivoltaïsme, c'est une combinaison assez géniale, puisqu'elle permet à la fois de préserver l'agriculture et puis de faire la transition énergétique. Alors on revient tout à l'heure sur les aspects agronomiques et justement sur ce que peut ou ne peut pas l'agrivoltaïsme. En tout cas, il ne pourra pas tout. On en discutera tout à l'heure. Le Parlement est en train de discuter d'une loi d'accélération. Si je ne m'abuse, cette loi doit aussi définir ce qu'est l'agrivoltaïsme.
Pourquoi est-ce que cet effort de définition est important? Et là, je m'adresse à l'ensemble du panel, mais pourquoi est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'attendez-vous de cette définition et pourquoi elle serait possiblement structurante pour le secteur? Qui veut commencer? Alexandre Bardet? Il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration ne sait pas se positionner sur les projets. Il y a besoin d'un cadre qui permette à ces gens de pouvoir statuer sur les demandes de permis de construire. Donc l'administration ne sait pas dire si ça c'est de l'agrivoltaïsme et ça c'en est pas, c'est ça? Oui, clairement ça n'existait pas, le terme n'existait pas. Antoine Nogier, vous voulez compléter? C'est indispensable si on veut développer l'agrivoltaïsme comme une vraie solution. L'agrivoltaïsme, ce n'est pas du photovoltaïque à la ferme, c'est pas mettre des panneaux au milieu des champs et puis basta. Et donc, on voit que si on veut développer des projets qui ont du sens, de l'impact agricole et qui se font et qui se développent sans opposition, avec de l'acceptabilité, on voit qu'il est impératif, on pourrait y revenir sur ce sujet, mais il est, à notre sens, impératif d'en définir un cadre protecteur, étant rappelé que le monde de l'énergie a infiniment plus de moyens que le monde de l'agriculture, c'est évident, et donc il ne faudrait pas que ça se fasse contre l'agriculture, mais avec et pour l'agriculture. Et c'est pour ça que ça a besoin d'être réglementé. Ça ne se fera pas comme ça spontanément s'il n'y a pas de réglementation. Et quelle est la tendance au Parlement en ce moment? On voit que sur l'éolien, ça tire un peu dans tous les sens. Est-ce que sur l'agrivoltaïsme, on est parti sur une définition restrictive, dure, ou est-ce que ça permettra une variété de projets? Je continue. Si vous avez, oui, alors, si vous pas avez restrictif parce que c'est une définition exigeante pour le monde agricole, enfin pour la qualité agricole des projets. Le mot restrictif, il est un peu négatif. Oui, on est plutôt bien parti. Ensuite, on est sur le fil du rasoir. Il y a eu des débats très constructifs qui se sont faits, et de grande qualité qui se sont faits au Sénat, qui s'est emparé de cette question il y a déjà quelques mois, c'était à la fin de l'été, qui a proposé d'abord un projet de loi autonome, lequel a été repris in extenso par le projet de loi accélération des énergies renouvelables. Ce travail du Sénat a été adopté à la quasi-unanimité du Sénat et ça mérite d'être souligné après des débats très constructifs. Et aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale. Le texte, aujourd'hui, est équilibré. Il est protecteur pour l'agriculture et en même temps, il permet le développement des projets. Il n'est pas trop restrictif non plus, mais il n'est pas non plus trop large. C'est un juste milieu, je trouve assez sage, qui a été trouvé. Et il serait important de le conserver. Non, écoutez, on verra ce que ça donne à l'issue des votes. Jérémy Mella, on va venir avec vous parce que vous aviez anticipé. Oui, je vais vous passer la zapette. Vous aviez anticipé la loi, quelque part, avec la création de ce label. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir la présentation de Jérémy Mella, s'il vous plaît? Il y a quelques slides pour vous montrer d'abord à quoi ressemble ce label et puis nous dire aussi ce qui garantit. Alors, est-ce qu'on peut avoir le slide de Jérémy Mella, s'il vous plaît? Il est là. Je ne sais pas si ça... Ah, je crois que ça arrive. Alors, attendez. Si vous avez compris l'explication, on doit pouvoir passer ça en plein écran. Voilà. C'est bon. Vous êtes meilleur que moi. Oui, alors, comme il a été dit par Antoine et Alexandre, aujourd'hui, il y a une absence de cadre. Et en même temps, il y a de forts enjeux pour que l'agrivoltaïsme prenne bien en compte les besoins et la vocation agricole et cette coexistence entre les enjeux énergétiques et les enjeux agricoles. Et tout l'enjeu de notre label a été pouvoir, dans une démarche volontaire, de pouvoir apporter un outil pour valoriser ces projets qui apportent un service, un bénéfice à l'exploitation agricole et au monde agricole. Et par tous les objectifs des signes de reconnaissance, apporter du coup de la transparence et de la confiance avec du coup l'évaluation d'un tierce partie sur un référentiel connu et publié. Alors voilà, les garanties et les critères. Non, c'est pas encore voilà, les critères. Non, je peux continuer. Allez-y, continuez. Oui. Et du coup, tout l'enjeu de nos travaux a été de pouvoir apporter un cadre le plus en amont possible, puisque
on a besoin de pouvoir évaluer les projets le plus tôt dans leur conception pour justement s'assurer de leur vocation agricole une fois qu'ils sont construits et exploités. Donc du coup, on a construit un label où on vient labelliser un projet et non pas une entreprise, ça c'est un point déjà important, et en 3 étapes clés au moment de la conception du projet où on vient valider le service et la vocation agricole, et ensuite au moment de la mise en service, on vient vérifier que c'est bien mis en œuvre, ce qui était prévu, et qu'il y a bien les dispositions pour l'exploitation du projet. Et c'est que dans l'étape de l'exploitation qu'on vient vérifier le service et les résultats in fine de l'impact du projet sur la production agricole. J'ai été perturbé par mon micro. Vous en étiez aux critères déjà ou pas encore, non, j'étais sur le format du Très coup bien. et l'objectif du label. Vous avez la zapette pour continuer? Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors on va pas tout détailler. Hein, mais Non. Alors, effectivement, il y a une multitude de critères, il y a beaucoup d'enjeux dans les projets. Donc nous, dans nos travaux, ce qu'on a mis en place, c'est 2 types de critères. C'est des critères fondamentaux, où il faut être conforme pour que le projet soit labellisé, ce qu'on a appelé les critères d'application obligatoire. Et ensuite, une analyse multicritère, où là, l'objectif, c'est pas d'être conforme à tout, mais d'atteindre une note minimale. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails du coup. Ah oui, je vous avais aussi posé la question de savoir combien coûtait le label. Oui, alors si je reviens sur les 3 étapes. Voilà, si je reviens sur les 3 étapes, en fait on a 3 évaluations du coup pour un projet et on est à 2000 € par étape et par projet. Voilà. Donc ça reste pour un développeur une somme... Avec à chaque fois des évaluations qui peuvent être différentes, puisqu'en phase développement, on va être soit sur des évaluations chez le développeur en mode audit un peu classique, tel qu'on connaît dans les certifications classiques, ou de l'évaluation à distance, alors que sur la mise en service, par exemple, ça va être à la fois de l'évaluation de dossier, mais surtout le déplacement de l'évaluateur sur site de l'installation pour venir vérifier vraiment sur site les éléments de conformité. D'accord. À quoi va servir le label? C'était la question piège que je voulais vous poser. Si une loi définit ce que c'est que l'agrivoltaïsme. Oui, alors c'est une question piège, mais alors pas vraiment, puisque difficile d'y répondre clairement tant qu'on n'a pas le point d'atterrissage réglementaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que réglementation et certification et labellisation peuvent coexister de différentes façons. Soit une réglementation va imposer un schéma de certification, ou alors on peut même de façon volontaire vouloir se faire labelliser ou certifier pour démontrer qu'on répond à une réglementation dans une démarche volontaire, ou même pour montrer qu'on va au-delà d'un périmètre réglementaire. Donc là, rendez-vous dans quelques semaines avec l'atterrissage réglementaire pour voir cette cohabitation. Il y a combien de projets labellisés aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur une 15aine de projets labellisés, avec encore là des projets en cours de labellisation. Donc aujourd'hui, donc on est sur un périmètre sur culture oui, j'anticipe peut-être une question, mais on travaille à étendre ce périmètre au projet sur élevage, avec prochainement la publication d'un référentiel apportant à la fois les spécificités pour des projets sur culture et les spécificités pour les projets sur élevage. D'accord. Vous arrivez quand quelques semaines, vous avez dit? On va dire au premier trimestre, mois de janvier-février. Voilà. D'accord. Je vais me tourner vers les développeurs. Est-ce que l'un d'entre vous a fait labelliser un de ces projets agrivoltaïques? Non? Est-ce que vous y verriez de l'intérêt? Vous n'allez pas dire non parce que Jérémy Mella est là, de toute façon, mais que pensez-vous de cette démarche, Marie Sepcha? Pour notre part, effectivement, non, on n'a pas encore labellisé de projet. On pense que effectivement, ce label AFNOR, c'est l'établissement de critères obligatoires, parce que l'enjeu vraiment de l'agri-PV, c'est finalement quelle place on donne à ce projet agricole et la pérennité de ce projet agricole. Donc je pense que c'est assez important et assez intéressant. On vient d'être associé à l'élaboration de ces critères, et notamment pour le label AFNOR élevage, à travers la FFPA, qui est aujourd'hui consultée pour ce label AFNOR. Je pense que c'est important en fait, d'avoir ces phases de consultation sur l'élaboration de ces critères dans l'absence de cadre réglementaire, justement,
Et je pense que cette phase de consultation, elle doit intervenir avec l'ensemble de filières. Je pense qu'il y a associer les instituts aussi techniques agricoles, c'est important. Et en tout cas, oui, visiblement, ce sera très probablement de nature à rassurer en fait, un certain nombre des services instructeurs de l'État, par exemple, mais aussi les exploitations, les exploitants agricoles eux-mêmes et les énergéticiens que nous sommes sur la capacité à développer ces projets. Vous vouliez dire quelque chose, Benoît? Donc, Benoît Roux pour Bagouave. Voilà, c'est ça. Donc, pour répondre à votre première question, non, on n'a pas fait certifier de projet AgriPV pour l'instant, en tout cas en France, puisqu'on n'a pas encore réalisé de projet AgriPV en France. Donc, c'est probablement une des premières explications. Évidemment, on attend aussi ce fameux atterrissage réglementaire et s'assurer qu'on a une bonne adéquation entre les critères de la certification et ce que va attendre le législateur. On est évidemment favorable à ce genre de label, pour autant qu'il y a un bon recoupement par rapport à ce qui est attendu d'un point de vue réglementaire, et d'autant plus si ça peut appuyer donc le permitting de ces projets, rassurer les services de l'État sur la bonne adéquation, la bonne qualité, et notamment sur les volets agricoles des projets qui leur sont présentés. Donc tout est fait catalyseur pour les autorisations administratives qui sont parfois longues et fastidieuses pour ces projets, provenant de ces labels, seraient très bienvenus, à mon sens. Merci beaucoup. Nicolas Ferras? Oui, juste, tout ce qui va permettre de factualiser, de toute façon, est une bonne démarche. Moi, j'en suis convaincu, que ce soit les projets, les démonstrateurs, ça grésille. Donc tout ça va permettre de donner du concret, du factuel. Après, l'un des enjeux, en tout cas pour nous, c'est l'agronomie est une première étape. Après, on est aussi très attentif à côté à la capacité aussi de rétrocéder et d'impliquer le territoire dans le partage de la valeur. Et c'est pas si facile que ça, parce que souvent les projets ils sont portés par quelques propriétaires et ils peuvent être à l'échelle d'un territoire, donc il faut faire attention aussi à ce que le ruissellement se passe bien, et ça c'est très important. Et puis derrière il va falloir accompagner la transition à la pédagogie. Je pense que c'est pour ça qu'on est là, et donc tout ça va aider à faire de l'agrivoltaïsme quelque chose de réussi, parce que il faut faire très attention à ce que d'une bonne idée, comme l'expliquait Antoine Nogier, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des professions travaillent aussi de concert pour en faire une réussite. C'est pas parce que l'idée est bonne que tous les projets sont bons. Donc de factualiser, de donner des cadres et aussi de jouer en transparence. Nous, on l'a vu, ça nous fait beaucoup gagner en crédibilité. On a 140 projets aujourd'hui en France en agrivoltaïsme en cours. Quand on les co-développe avec des coopératives agricoles comme l'Alliance BFC, quand on s'appuie sur ces expertises, quand on fait rentrer par exemple la Fédération des syndicats agricoles dans notre structuration juridique, dans le montage de la sécurisation avec les paysans, avec les exploitations, ça nous apprend aussi beaucoup, et ça nous permet, vis-à-vis de ces parties prenantes aussi, d'arriver avec des réponses qui ont été concertées, et donc de faciliter ce que mon collègue de BOE disait, l'acceptabilité du territoire et des parties prenantes. Alors vous avez le micro, vous allez le garder. Je voulais vous demander de nous rappeler quelques ordres de grandeur pour... ici, je pense que les gens qui nous écoutent connaissent assez bien le photovoltaïque, mais on ne va pas couvrir la France et les surfaces agricoles utiles de panneaux photovoltaïques. On pourrait écarter ce risque. Oui, c'est comme tout, quand il y a un sujet qui est naissant, il y a soit des fantasmes qui naissent, soit des peurs. Si on factualise un petit peu, aujourd'hui, la surface agricole utile, c'est 27 millions d'hectares, c'est 50% de la surface française. Sur ces 27 millions d'hectares, on peut dire il y a une douzaine de millions d'hectares, c'est de la production végétale, à peu près l'équivalent, c'est de la production animale. Et puis à côté, on a notamment 3 millions d'hectares qui sont les fameuses terres en déprise, les zones sous séquestres environnementaux. Aujourd'hui, le plan d'RTE sur l'agrivoltaïsme, c'est environ 30 000 hectares. Je pense que la focalisation doit aller d'abord sur faire des projets sur des terres où, déjà, il n'y a pas de concurrence agricole, et après, comme le disait Antoine Nogier, c'est-à-dire là où aussi il va y avoir des problématiques agronomiques,
ou agroéconomiques, c'est-à-dire souvent c'est lié. Aujourd'hui, le nombre d'exploitations qui disparaît tous les 10 ans est assez alarmant. Quand on regarde la pyramide des âges, il y a environ 100 000 exploitations qui vont encore avoir disparu d'ici 2025. Donc on est quand même passé d'une population agricole dans les années 60 qui était au-delà du million d'exploitants actifs à aujourd'hui moins de 400 000. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs avec une telle déprise en termes de nombre d'actifs. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et donc ça va être aussi l'enjeu, je pense, de l'agrivoltaïsme, c'est d'être une solution déjà d'une pour pas venir concurrencer des choses où le modèle agricole est autoportant, c'est-à-dire si on prend la plaine de Rouen, on fait 120 quintaux hectares, on n'a pas d'enjeu agronomique. Je ne suis pas convaincu que c'est là où on doit apporter une réponse, en tout cas par l'agrivoltaïsme. On va aller peut-être dans des territoires agronomiquement qui commencent à émerger. Il y a un vrai sujet autour du stress hydrique. Et pas que sur des cultures pérennes. Aujourd'hui, l'été qui vient de se passer, pour tous les producteurs, notamment qui ont de l'élevage, et dans des zones qui n'étaient peut-être pas si impactées que ça, mais le Massif central, vous regardez le Grand Est de la France, cette année, ils ont été acheter du foin. Acheter du foin, ça coûte à peu près une botte de foin. Cet été, ça se vendrait entre 50 et 100 euros la botte de 300-400 kilos quand même, pour nourrir des bêtes parce qu'ils n'ont plus la capacité de les nourrir. Donc là, il y a une vraie réponse. C'est de se dire, est-ce qu'on est capable d'apporter une réponse par le système agrivoltaïque, peut-être pour maintenir derrière des niveaux de production, notamment d'herbes, puisque là, c'est le cas là, comment on peut l'augmenter et comment on peut aider à l'échelle du territoire les agriculteurs à pérenniser ces exploitations-là. Donc, à titre d'exemple, il y a des projets qui sont en train de se construire sur des systèmes pilotés d'agrivoltaïsme qui ont des performances aujourd'hui où on arrive à générer 10, 20, 30% de matière sèche en plus, c'est-à-dire d'herbe derrière, avec le vrai enjeu qui est de le stocker. Donc on va adosser dans une idée de concertation territoriale, par exemple, des outils de stockage de ce foin-là pour permettre à un bassin territorial de devenir le plus autonome possible et éviter derrière qu'ils aillent acheter ce fourrage-là. Parce qu'ils vont acheter une fois, ils vont acheter deux fois. Derrière, les modèles économiques des exploitations aujourd'hui sont très tendus. Soit ils seront aidés, mais les aides, c'est jamais durable. Soit il faut qu'ils trouvent une solution derrière pour pouvoir s'y pallier dans la durée. Et les enjeux de réchauffement climatique, l'agriculture, faut être franc, c'est le premier impacté. C'est le premier indicateur. Et aujourd'hui, vous commencez à avoir ces productions-là qui sont impactées. Et même des productions qui ne l'étaient pas. On discutait tout à l'heure de production céréalière. Cette année, des orges dans la plaine d'Orléans, dans l'Yonne, ont été fortement impactées, notamment par le stress hydrique. Des orges. Ça c'est de parole d'agriculteur, je ne sais pas. Moi, parole d'agronome, c'est l'une des premières fois que je vois ça. Une question que je vais adresser à l'ensemble de la table ronde. On va tout de même pas couvrir les champs de panneaux photovoltaïques, style agrivoltaïque, pour répondre aux enjeux du changement climatique. Donc, dans quelle situation quelle est la part, on va dire, de l'agrivoltaïsme dans cette réponse aux aléas climatiques et de quelle façon il pourrait servir, en fait, par rapport aux autres solutions qu'il peut y avoir pour lutter contre ces phénomènes. Antoine Nogier ? Alors, l'agrivoltaïsme, c'est une solution parmi d'autres solutions de protection climatique. Et il ne faut pas le voir comme la solution de protection climatique parce qu'il y aura en gros, on fera peut-être 100 000, 150 000, 200 000 hectares maximum d'agrivoltaïsme. Et puis ensuite, on ne pourra plus mettre un panneau de plus sur le territoire français. Bon, donc c'est quoi la beauté de l'agrivoltaïsme ? C'est que la solution est payée par la vente d'électricité. Donc c'est une solution de protection climatique, je vais utiliser des guillemets dans ce que je vais dire, gratuite, au sens où elle est autofinancée. Et avoir une solution qui est autofinancée, autoportante, sur le plan économique, c'est quand même assez séduisant. Donc c'est une solution parmi d'autres. Dans le contexte des changements climatiques, il va y avoir besoin d'adaptations diverses et variées, que ça soit le recours à davantage d'irrigation parce que le stress hydrique deviendra intolérable,
que ça soit de la protection de l'ombrage, de l'agroforesterie, tout un tas de solutions qui se développent actuellement, également des solutions sur le matériel génétique des plantes elles-mêmes et sur des... voilà. Et en fait, parmi ces solutions, l'agrivoltaïsme a cette chose assez séduisante qu'elle est autofinancée et elle participe également à la production d'énergie du territoire, ce qui est quand même relativement intéressant au niveau du point de vue de l'autonomie énergétique. Merci beaucoup. On va voir dans quelques instants quelques exemples de projets agrivoltaïques pour voir concrètement ce que ça signifie. Mais Marie Sepcha, j'aurais voulu aussi vous demander, il y a la contrainte agricole, mais il y a aussi le travail des développeurs et des experts du photovoltaïque. C'est pas forcément naturel de se piquer d'agriculture quand on développe des installations solaires. Donc, comment est-ce que vous faites pour identifier les exploitations? Et puis, qu'est-ce que ça change pour vous de devoir vous mettre à l'agriculture? En fait, le développement de l'agrivoltaïsme, c'est ce qu'on va chercher avant tout, c'est bien trouver les synergies en fait avec le monde agricole. Le sujet, il est bien là. Donc nous, on est des producteurs d'électricité verte, mais aujourd'hui, il faut sur ce type de terrain, sur cette typologie de terrain, c'est indispensable de composer et de faire avec l'usage en fait qui est fait de ce terrain. Donc ce qu'on va regarder nous sur les projets qu'on développe, c'est finalement la solidité avant tout. Du projet agricole, parce qu'on va s'inscrire dans la durée en termes de développement, en termes d'exploitation de parcs, et que ce qu'on va chercher, c'est bien le gage, qu'il y ait une vraie synergie entre ces deux activités. Ce qu'on cherche aussi, c'est donc les projets qui font sens, qui ont un vrai sens agricole, qui répondent à des véritables enjeux de territoire, comme le disent certains de mes collègues. Typiquement, on développe aujourd'hui des projets en réponse sur des enjeux de reconquête de terres agricoles, par exemple en PACA, où il y a une vraie pression foncière aussi sur ce secteur, ou aussi des projets qui vont accompagner des reconversions, des projets de transformation, ou l'installation de jeunes agriculteurs, par exemple, sur des secteurs. On a un projet en développement sur une commune où il n'y a plus aucun agriculteur. Et donc, tout l'enjeu de ce projet, c'est déjà de réintroduire, si j'ose dire, ce secteur d'activité. On a l'impression que vous parlez d'une espèce disparue. En voie de disparition, malheureusement. Donc en tout cas, il y a un véritable enjeu, et je pense que c'est ça toute l'importance, c'est ce que ça va apporter au niveau de la parcelle, mais ce que ça apporte aussi à l'échelle de l'exploitation de ce projet, et finalement comment ça ruisselle sur les territoires et comment ça répond à des vrais enjeux de territoire. Alors, qu'est-ce que ça change pour un énergéticien de travailler comme ça? Je ne sais pas ce que ça change. Jusqu'ici, je pense qu'on est des énergéticiens où on essaie de faire les choses bien, on développe et on construit, et on exploite des centrales depuis très longtemps. On a des centrales photovoltaïques aujourd'hui avec une cohabitation, si j'ose dire, en tout cas avec du pâturage au vin. Ce n'était pas de l'agrivoltaïsme. Donc on a su faire et travailler avec ce monde agricole, ce qu'on fait tous les jours. Ce que ça va changer, c'est qu'aujourd'hui, il y a nécessité, dans les phases très amont de la conception des projets, de finalement s'organiser et prendre en compte l'usage agricole et l'activité agricole qui est destinée en fait à cette activité. Donc dans ces phases amont, même dans les phases de conception, jusqu'à présent, on concevait nos parcs, on avait un site. Et puis on faisait un peu, on installait de façon optimale l'installation photovoltaïque en visant la production énergétique. Et bien là, c'est un apprentissage pour arriver à concilier une production énergétique avec une production agricole significative, réelle, pérenne, durable, et qui permet de donner un horizon vert aux agriculteurs aussi. Merci. Oui, je voulais vous faire dire ce que ça changeait dans votre pratique de développeur. Est-ce que ça contraint l'exploitation? Est-ce que le photovoltaïque influe sur le travail de l'agriculteur? Est-ce que le travail de l'agriculteur influe sur le travail de l'énergéticien? Après, ça dépend à quel moment on se place dans le métier. En tant que développeur, il y a toutes ces phases amont. Donc là, c'est toute l'intention et toute l'intention qu'on va vouloir donner.
Et donc, dès ces phases de conception, l'impératif, c'est de tenir compte des contraintes techniques d'exploitation agricole, des itinéraires techniques du moins, et des contraintes qui s'imposent à l'exploitant agricole. Ça veut dire que la conception des designs, elle se fait avec lui, avec ses exploitants, avec l'usager. On est chez des chefs d'exploitation qui ont aussi, eux, leurs objectifs et leurs enjeux. Et donc, on doit trouver un partage et une façon de travailler ensemble. Ça nécessite aussi sûrement une sensibilisation de nous, nos techniciens de maintenance. On a des centres régionaux de maintenance partout en France pour exploiter nos actifs, avec des personnes qui font des interventions préventives, de la maintenance préventive curative. Il y a une planification d'intervention. Et donc, ça nécessitera forcément d'apprendre à se parler, apprendre à connaître les métiers des uns et des autres. Donc, ça passera aussi par une phase de sensibilisation, nécessairement, pour pouvoir partager, en fait, l'usage d'un espace commun. Ça, ce sera une nouveauté, en effet. Merci. Benoît Roux, on va parler d'un projet que vous avez mené aux Pays-Bas, si je ne m'abuse, sur lequel vous avez maintenant un certain retour d'expérience. Est-ce qu'on pourrait avoir la présentation de Monsieur Benoît Roux, s'il vous plaît? Il y a quelques images pour qu'on voit notamment ce dont il s'agit à la régie. Vous pouvez commencer à dire ce dont il s'agit, Benoît. Oui, tout à fait. Donc, je l'évoquais en introduction. Hein, on a déjà réalisé un certain nombre de parcs agrivoltaïques aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, beaucoup sur des cultures de fruits rouges, des framboises, des fraises, des myrtilles, des cassis, notamment. Et donc, voilà, aujourd'hui, je voulais illustrer un petit peu, mettre un petit peu de concret sur des réalisations bien réelles et qui produisent, donc d'un point de vue agricole, mais aussi d'un point de vue photovoltaïque depuis quelques années. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on a fait des expérimentations. Hein, ça a été souligné par mes collègues développeurs. C'est toujours préférable de commencer par là, s'assurer que la synergie, la cohabitation, les services rendus mutuels sont bien conformes aux attentes, avant de pouvoir embrayer sur des dimensions un peu plus commerciales. Avec voilà, à l'échelle de vraies exploitations agricoles, mais aussi de vraies exploitations photovoltaïques. Donc, ça prend du temps, désolé. Non. Alors, on me fait signe que ça va arriver. D'accord. Très bien. Donc, le projet dont je vais vous parler, c'est un projet sur la commune de Babberich aux Pays-Bas. Un projet qui a été mis en service à partir de 2019, étendu sur une mise en service sur 2020. Il y a eu plusieurs tranches de réalisation. Un projet qui fait un peu plus de 2 mégawatts, qui s'étend sur 3 hectares et qui est venu remplacer donc, des cultures de framboises sous tunnel plastique. Hein, donc c'est important de le mentionner aussi, parce qu'on avait déjà une sorte d'infrastructure pour la culture de ces framboises. Déjà un système de protection léger, qui demande un investissement de la part du paysan, de l'exploitant agricole, qui demande aussi de la maintenance, parce qu'on est sur des structures assez légères qui sont sensibles au vent, par exemple, qui s'endommagent, etc. Donc il faut remplacer ou tout simplement retendre assez régulièrement. Donc on est venu remplacer tout ça par des structures agrivoltaïques, dont j'aurais bien aimé vous montrer une photo. Mais je vais voir si la présentation est bien là, mais il me semblait que je l'avais transmise. Bougez pas. En tout cas, si c'est pas possible de le montrer à l'écran, je vous invite à venir nous rendre visite sur le centre BayWa RE. On a beaucoup de supports où je pourrais décrire ces installations à toute personne intéressée. Voilà, donc très simplement, il s'agit d'ombrières photovoltaïques, donc des panneaux qui sont fixes avec des orientations est-ouest et des modules semi-transparents, donc qui permettent de garantir l'apport en lumière suffisant pour les plantes cultivées sous ces structures. Donc là, on a des panneaux qui ont un degré de transparence de 40% aux Pays-Bas. Et voilà, donc ça vient d'arriver.
Voilà, je pense que ça... Vous avez l'illustration à l'écran. Voilà, donc voilà les fameuses ombrières photovoltaïques du projet de culture de framboises de Babberich aux Pays-Bas. Donc je le disais, 2,67 MW sur environ 3 hectares. Donc vous voyez donc l'avant-après, sachant que l'avant existe toujours sur site, hein, c'est la partie culture témoin qui nous permettent donc de faire des comparaisons entre les performances du système AgriPV et celui beaucoup plus classique de culture sous bâche plastique. Donc c'est un projet extrêmement simple, hein, avec cette disposition qui permet d'utiliser à 100% toujours la surface donnée pour la culture de framboises. Hein, donc il n'y a pas de perte surface agricole. Une mise en œuvre très rapide, 6 semaines pour construire ce parc de 2,6 MW. Et donc ces modules qu'on va peut-être voir de manière un peu plus de l'intérieur, voilà, le parc AgriPV de Babberich de l'intérieur, avec donc des interrangées qui sont ouverts, hein, qui permettent, c'est pas une serre, hein, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans un milieu fermé, un environnement contrôlé, on ne peut pas y cultiver toute l'année, on respecte le cycle annuel de la végétation. Mais on crée quand même un microclimat à l'intérieur de cette installation, avec des températures, hein, je l'illustrerai sur des graphiques par la suite, un peu plus basses l'été en période de forte chaleur et un peu plus hautes en hiver lorsqu'il fait bien froid. Et donc ces modules semi-transparents qui permettent donc d'assurer l'apport minimal nécessaire par la plante pour une bonne production tout au long de l'année. Donc quelques graphiques, hein, qui illustrent des résultats pris sur l'année 2021. Donc encore une fois, je le répète, hein, c'est un projet qui a été mis en service à partir de 2019, le reste en 2020. On n'a que quelques années de recul, hein, c'est absolument pas suffisant pour en tirer des conclusions vraiment étayables scientifiquement, mais ce qu'on peut faire, c'est simplement partager aujourd'hui nos premiers constats. Donc vous voyez sur le graphique de gauche ce que ça a donné en termes de production, donc de quantité de fruits récoltés par unité de surface ou de mètres linéaires de culture par rapport à la surface témoin sous serre plastique. Donc vous voyez que là en 2021, on a des résultats très comparables, légèrement inférieurs, en tout cas aux Pays-Bas, hein, j'insiste sur ce point. C'est très important de prendre en compte l'emplacement du projet et les conditions climatiques qu'on y trouve pour contextualiser un petit peu les effets de ces installations AgriPV. Donc une très légère baisse de production sous les modules par rapport aux serres en plastique. J'ai pas encore les résultats 2022, mais voilà, les premières indications montrent qu'on a inversé les courbes, hein, du fait de l'été particulièrement exigeant qu'on a eu également aux Pays-Bas. Vous voyez sur la droite des études faites, des comparaisons sur la surface foliaire spécifique des plants, et on constate que sous les panneaux, la surface des feuilles est un peu plus importante. Voilà. Donc, et ça fait un petit peu écho à ce qu'expliquait Monsieur Nogier en introduction. On a des panneaux photovoltaïques qui vont capter une partie des photons au-dessus des plantes, et donc la réaction naturelle de la plante, c'est d'augmenter sa propre surface de capteur à elle pour s'adapter au final au nouvel environnement de culture. Mais je me permets une incise, il y avait un agronome de l'INRAE qui, dans un article récent, disait les énergéticiens ont tendance à vouloir prendre la place des plantes, parce que leur but, c'est quand même de produire de l'énergie. Donc, quel compromis on trouve là ? Là, la réponse que je donne à ça, c'est que l'énergéticien s'adapte ici en mettant en place des panneaux photovoltaïques semi-transparents et non pas complètement opaques comme on le ferait habituellement sans sujet agricole. Et la plante s'adapte aussi visiblement en augmentant sa propre surface de capteur. Donc là, je pense que c'est un bel exemple de synergie entre la production agricole et photovoltaïque. Juste pour terminer, pour les premiers résultats à vous partager, donc le microclimat que j'évoquais, hein, créé à l'intérieur de ces structures, ont donné là pour le coup des résultats assez spectaculaires en termes d'évapotranspiration. Donc grossièrement, c'est la quantité d'eau consommée par la plante.
Voilà, on fait simplement un différentiel entre ce qui rentre dans le circuit d'irrigation et ce qui est récupéré et rejeté par la plante. Voilà. Donc là, on a des effets assez spectaculaires sur l'été 2021, encore plus prégnants sur 2022, mais j'ai pas les graphiques à vous montrer aujourd'hui, entre ce qui a été constaté sous les panneaux et sous les serres tunnels plastiques témoins. Voilà, vous voyez sur le graphique de gauche. Et enfin sur la température, donc là uniquement sur la partie estivale, là aussi vous voyez qu'on a sur la partie panneaux des températures maximales qui sont globalement inférieures, en moyenne de 1 degré. Encore une fois, c'est aux Pays-Bas. Si cette même installation avait été installée par exemple dans le sud de la France et ces mêmes mesures réalisées, on aurait probablement des différences de température plus spectaculaires encore. Voilà, donc c'est pour illustrer là aussi ce rôle de régulation de la température qui est primordial pour faire face aux aléas climatiques qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, retenez-les, ça arrive dans un moment. Vous aviez fini, Benoît ? J'aurais voulu que vous nous parliez aussi de votre projet. Je pense qu'il est toujours à l'état de projet, Alexandre Bardet. Absolument. Voilà, dans votre cas, en quoi ça pourrait supporter votre activité d'exploitant agricole ? La synergie des deux activités permet forcément de rendre résilients les projets agricoles qui sont en dessous. Oui, je voulais simplement dire quel est le type de projet agrivoltaïque que vous développez. Nous, on est sur un projet collectif. On est 12 agriculteurs avec des projets principalement de réintroduction de l'ovin, mais aussi d'élevage de poulets de chair et poules pondeuses en plein air, truffières, plantes médicinales et aromatiques. Et on doit être pas loin du bout. On a 3 installations de jeunes, c'est-à-dire qui s'installent hors cadre familial. On permet à ces jeunes de pouvoir accéder à un rêve de gosse sans venir d'une famille de paysans. Donc ça crée du lien. Le collectif a du sens sur le territoire. Les projets agricoles sont au cœur du projet agrivoltaïque. C'est-à-dire que, en gros, sans agriculteurs ou sans projet crédible dans le parc, il n'y aura pas de parc. Il n'y aura pas d'activité. Ça permet aussi l'embauche de salariés, parce que c'est souvent des activités de diversification qui viennent des ateliers qui n'étaient pas présents sur les exploitations qui arrivent dorénavant. On part d'un constat aussi de sol agronomiquement faible, un potentiel très faible, et où cette solution vient sur des contextes, sur un contexte où les sols, les parcelles sont plus rentables, sont plus rentables au sein de l'exploitation et auxquels on peut redonner un avenir. Une lisibilité dans le temps plutôt que d'aller sur la dépréciation agricole. Merci. On va revenir sur quelques points qui peuvent faire polémique dans un instant, mais Nicolas Ferras, sur la typologie des projets que vous développez, vous en avez 140. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner, au moins un, sur le type d'apport que ça peut amener à l'agriculture ? Alors, je vais vous prendre un projet qui existe, qui est situé dans l'est de la France, donc dans des terres, vous parliez du faible potentiel, donc sont des terres qui au départ ont été exploitées souvent sur de la production de petits fruits, puis ça s'est converti souvent en grande culture, mais sans grand résultat, souvent avec des gros apports, notamment d'intrants. Vous savez, les intrants, c'est les meilleurs ennemis de l'agriculteur, notamment dans la rentabilité, c'est-à-dire quand c'était pas cher, à la rigueur, ça se voyait pas. Aujourd'hui, quand vous avez de l'engrais qui vaut 800 € la tonne, je peux vous dire que tous les agriculteurs ils cherchent à faire autre chose. Et donc on est sur un projet, en fait, parce qu'on parle de technologie, mais avant tout un projet agri-PV, c'est un projet agricole. Donc le plus important, c'est quoi la stratégie agricole du ou des exploitants
qu'il y a dessous, c'est quoi leur modèle d'exploitation pendant 30 ans, et donc c'est quoi les productions qu'ils veulent faire pour pérenniser leur activité. Donc là, on est sur un projet qui est passé de la grande culture, qui devenait très complexe parce que problème d'eau, problème aussi de viabilité économique et agronomique, ça rejoindra nos amis de BOE, mais sur de la plantation de petits fruits, et notamment sur de la réimplantation de petits fruits. Là, on parle du cassis dans la zone AOP dijonnaise. Donc on est parti sur de la réimplantation, sur cette exploitation de cassis AOP, avec derrière un système qui est la collecte d'eau, collecte, stockage d'eau et micro-aspersion sous les panneaux pour pouvoir justement gérer ce problème de stress hydrique. Voilà, ça c'est clairement des projets qu'on est capable de faire parce que, il y a une vraie stratégie agricole du ou des exploitants. 2, il y a une compatibilité avec le territoire, c'est-à-dire je veux réimplanter une production du territoire qui est compatible, là c'est le cassis. Il y a une filière de valorisation qui est derrière, parce que ça sert à rien de mettre des productions si derrière on ne peut pas les valoriser, les transformer. Et donc là, il y en avait une avec le cassis. Et en plus, il y a un modèle économique derrière pour l'énergéticien que nous sommes et l'agriculteur qui est là, c'est-à-dire où on va travailler les 3 piliers de la valeur, c'est-à-dire la valeur pour l'agriculteur qui est d'abord, c'est l'augmentation de ses performances agricoles, et donc de son revenu agricole. 2, c'est la compensation ou pas de l'immobilisation de son foncier. Et 3, c'est l'inclure ou pas dans le projet en tant qu'actionnaire. Donc c'est un peu le cas sur ce projet-là, et qui est un projet qui est d'une taille raisonnable, c'est-à-dire on est aux alentours d'une dizaine d'hectares derrière de productifs, donc c'est ni gros ni petit, et qui a fait l'objet d'une concertation et d'un soutien parce qu'il permettait derrière de pérenniser ces exploitations-là et de redonner des capacités derrière de production, notamment de cassis, dans un moment où cette filière est en difficulté, notamment par rapport aux quantités disponibles. Vous avez la même sur la moutarde dans la même région. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on prenne un petit moment, et après je vous donne la parole, promis, sur 3 points. D'abord, celui du risque de flambée du foncier agricole à cause du photovoltaïque, fut-il agrivoltaïque. Est-ce que ce risque existe Antoine Nogier, il y a longtemps que vous n'avez pas parlé. Oui, dire que ce risque n'existe pas, ça serait se moquer du monde. Ce risque existe obligatoirement. Et je voudrais dire que plus on donnera du sens agricole au projet et un impact agricole, moins ce risque existera. Je m'explique. Si l'agrivoltaïsme n'est qu'une solution de coproduction à côté de l'agriculture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la définition, mais si ça devenait ça, vous voyez bien que le seul avantage est le loyer, l'économie, et le seul intérêt c'est l'économie, et le seul critère c'est la course de vitesse pour arriver le premier à se raccorder le plus tôt possible pour très vite préempter les terrains les plus proches des postes, etc. Et donc ça devient une équation uniquement économique qui provoque de la spéculation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans certains territoires, en tout cas c'est ce que nous adresse un certain nombre de territoires aujourd'hui, et nous alerte sur le fait qu'il y a certains développeurs qui battent la campagne en proposant des loyers de plus en plus élevés, puisque finalement, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pense qu'il faut impérativement donner du sens agricole au projet, donner de l'impact agricole, en faire un outil agricole avant d'être une solution de redistribution, une solution de rente photovoltaïque, parce que c'en est une aussi. Mais il ne faut pas que ça ne soit que cette solution, et ça permettra de dégonfler la spéculation, de travailler beaucoup mieux avec le territoire et notamment avec le monde agricole. Et j'aime bien dire que finalement, le monde agricole, les agriculteurs, dans cette histoire, les agriculteurs ne sont plus des hébergeurs. Le métier des photovoltaïciens ou des énergéticiens de façon générale, c'était de louer des espaces pour y implanter des fermes, des éoliennes, des fermes photovoltaïques, etc. Et donc, les interlocuteurs qui possèdent du foncier, que ce soit de la toiture, etc., étaient appelés des hébergeurs. Dans l'agrivoltaïsme, l'agriculteur n'est pas un hébergeur, c'est un client. Et c'est complètement différent, le rapport est complètement différent. C'est lui qui... On fait la solution pour lui, c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit, et on fait une solution parce qu'il a
une problématique agricole, aussi économique, mais ça inverse complètement le rapport de force et ça permet de faire des projets beaucoup plus durables et qui ne sont pas que des projets de spéculation en fait. Marie Sepcha, je vais vous prendre le micro. Vous voulez oui, dire quelque chose sur ce sujet, bien sûr, on y assiste déjà en fait. Il y a effectivement, comme vous disiez, un certain nombre de développeurs qui proposent des loyers assez importants. Nous, en tout cas, on se préoccupe de cette question-là. Et aussi parce que, typiquement, on n'a pas une prospection active. On ne va pas aujourd'hui vers les agriculteurs pour aller prospecter des sites pour développer massivement de l'agri-PV. On est plutôt appelé et finalement sollicité par aussi des propriétaires. Parce que parfois, les exploitants agricoles ne sont pas propriétaires de leur terrain. Et donc la surenchère, elle peut venir de là aussi, de l'appétit de certains propriétaires qui... c'est pas toujours les photovoltaïciens les méchants. Donc ni les développeurs, ni les exploitants agricoles eux-mêmes, mais voilà, parfois ces propriétaires qui sont encore d'autres personnes. Donc la question du sens du projet agricole, elle est pour le coup cruciale. Et finalement, qu'est-ce que veut faire cet exploitant qui est là ? Quel est il a vraiment son vrai avis à donner, presque plus encore que le propriétaire, qui était l'interlocuteur privilégié. Vous me demandiez ce que ça change dans le développement. C'est vraiment un changement. Donc pour moi, c'est important. Et donc après, c'est une question de déontologie. Donc en tout cas, nous, on se donne ce niveau de ligne rouge et on refusera la spéculation. Et on préférera abandonner, voire refuser des gens qui nous solliciteraient pour faire de l'agri-PV dès lors que c'est que dans le cadre d'une recherche financière. Et ensuite, je pense que c'est aussi, ça doit être encadré, notamment dans le cadre des documents, des accords fonciers qu'on va trouver, donc à la fois avec ses propriétaires, qu'il va falloir expliquer, mais aussi dans les conventions qu'on veut signer avec, qui seront à signer avec les exploitants agricoles sur leur propre engagement aussi, à nos côtés. Ce sont des clients parfois, mais pour nous, ce seront surtout des partenaires. Benoît Roux, je vous passe la parole après avoir demandé à Alexandre Bardet s'il voit, lui, des moyens de limiter cette flambée du foncier. Moi, j'allais dire à peu près la même chose, c'est que les développeurs ont un rôle éthique à jouer dans ce domaine, je pense. Au-delà de toujours fixer un cadre juridique peut fixer maximal à la... oui, enfin je sais pas, mais dans tous les cas, fixer des règles éthiques, c'est important. Benoît Roux, comment vous voyez le sujet ? Oui, je voulais réagir à cette question de l'inflation sur le foncier et en lien avec le projet que j'ai présenté d'Ombrière Agri-PV. Bon, vous avez vu le système, hein, il est conçu pour l'agriculture et il est en rien optimisé pour la production photovoltaïque. On a des panneaux semi-transparents, orientés est, ouest, bref. Voilà. Donc aujourd'hui, même si on voulait jouer ce jeu de l'inflation, de la surenchère, etc., on ne pourrait pas. Le projet ne serait tout simplement pas rentable et serait tué dans l'œuf Sauf dans le cas d'un projet agrivoltaïque à Libye. Oui, enfin, je pense qu'on n'est pas vraiment là pour parler de ça, si ce n'est les décrier. Voilà, donc des projets à échelle d'une production agricole comme de la culture de framboise de quelques hectares avec ce type de module, c'est juste pas possible. On doit être compétitif en tant que producteur photovoltaïque sur le coût de l'énergie qui va sortir de ces installations. Donc aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette surenchère. L'avantage économique pour le paysan, c'est les économies de charge. C'est voilà, tout le travail, la main-d'œuvre, les investissements qui vont être économisés par l'utilisation de cette nouvelle infrastructure. Voilà. Donc c'est autant d'économies de charge, autant de temps qui va être libéré pour le paysan, avoir d'autres activités, éventuellement l'étendre, faire de la vente directe à la ferme. Hein. On constate que nombre de nos partenaires agriculteurs aux Pays-Bas ont cette activité et profitent de l'image aussi de production faite sous des panneaux solaires pour amener une image verte et mieux vendre leurs produits, en tout cas susciter l'intérêt du grand public et l'adhésion à une démarche vertueuse mêlant agriculture et énergie.
Alors, Benoît Roux vient de parler d'adhésion. Nicolas Ferras, quelle est l'acceptabilité des projets que vous avez, que vous développez actuellement? Comment est-ce qu'ils sont reçus par les agriculteurs, j'imagine plutôt positivement, mais par la population autour? Je pense que les deux questions sont liées. Moi, la rémunération, j'aime bien déjà dire qu'on doit créer de la valeur. Il faut que le projet crée de la valeur, qu'il crée de la valeur agronomique, qu'il crée de la valeur économique. Et en effet, comme on l'illustrait derrière, faut démystifier. Ce ne sont pas des projets qui sont sur des taux aujourd'hui de rentabilité aussi très très élevés. Enfin, soyons clairs, la flambée des matières premières, etc. Même commence à mettre en difficulté ce type de projet parce qu'ils sont plus chers à construire, ils sont plus chers à exploiter. Donc cette notion de création de valeur, elle est importante et elle sera liée aussi à l'acceptabilité. C'est-à-dire que si on est capable d'inclure l'ensemble des parties prenantes dès le début dans la transparence du projet, donc nous, ce qu'on fait, c'est on va ouvrir notre actionnariat dans les sociétés de projet, on va faire du co-développement, que ce soit avec des organisations agricoles, que ce soit avec des syndicats, etc. C'est-à-dire on les fait rentrer dès l'initiation en ouvrant les portes et qu'ils soient derrière associés à nos choix et à notre gouvernance des projets. Donc ça, je pense que la transparence et l'association à la gouvernance, c'est déjà l'une des premières choses qui fait l'adhésion. Deuxième, faut quand même prendre un petit peu de précaution, parce que là on parle beaucoup agriculture, énergéticiens. N'oublions pas l'environnement, n'oublions pas les riverains. C'est-à-dire, ce n'est pas des projets portés par les agriculteurs, portés par les énergéticiens, sans travailler avec les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand sur des projets, et ça rejoint l'acceptabilité, dès le début, on prend en compte les aspects d'intégration visuelle, on prend en compte des schémas agricoles où on va aller essayer de démontrer soit la réduction des intrants, voire un stockage de carbone, faire du carbone farming, parce qu'on va implanter des cultures tout au long de l'année, parce qu'on va replanter des haies pour recréer de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va derrière dans une démarche factuelle de concertation. Donc, l'initier dès le début, donner en transparence. Nous, on est développeurs, on est constructeurs, on est exploitants et on sera là dans 30 ans aussi vis-à-vis du démontage. Donc ça aussi, c'est une clé de réassurance. C'est-à-dire, voilà, on a un nom, comme vous le savez, qui n'est pas toujours facile à porter tous les matins. Total Énergie. Voilà. Par contre, on sait très bien nous trouver si, justement, on devait avoir un enjeu sur les projets. Et ça, faut vraiment le prendre en compte que c'est une clé dans la concertation aussi. Ils savent très bien qu'on sera là derrière. Et la dernière chose, et c'était vraiment le débat, l'ouverture de l'AFNOR, il faut factualiser. Nous, demain, l'ensemble de nos centrales communiquera vis-à-vis des parties prenantes sur les performances agronomiques issues des agriculteurs, sur l'impact environnemental derrière. Et ça, on veut s'ouvrir vis-à-vis des parties prenantes, non pas à venir faire de la concertation quand il faut déposer un permis, mais faire du suivi et de la concertation tout au long de la vie du projet. Parce que, en fait, comme tout le monde le dit, on est quelque chose de naissant. Ça va prendre des années et des années à faire émerger. Les premiers ambassadeurs de ces projets-là, et donc qui porteront notre développement à tous, seront ceux qui ont réussi ces projets-là et qui en ont créé de la valeur. Et ça, pour nous, c'est la clé de la concertation. C'est inclure l'ensemble des parties prenantes dès le début, transparence, factualisation et accompagnement pendant les 30 ans du projet. Merci. Le dernier point que je voulais aborder avant de donner la parole à la salle, c'était celui de la répartition, j'ai appelé ça de la manne photovoltaïque. C'est-à-dire, si on prend les valeurs que donnait tout à l'heure Nicolas Ferras, en fait, il n'y aura pas de photovoltaïque pour tout le monde. Donc comment est-ce qu'on fait pour que... Voilà, qui parmi les agriculteurs va pouvoir avoir son système agrivoltaïque, en fait? Antoine Nogier, vous avez une réponse, je le sais, à cette question. Alors déjà, un petit chiffre qui permet de recadrer les choses. Si on prend les objectifs du président de la République de 100 gigawatts et qu'on se dit que ces 100 gigawatts, on les répartit sur les 400 000 agriculteurs français, on répartit la rente photovoltaïque virtuellement, ça fait 250 kilowatts par agriculteur. C'est 1200 mètres carrés de panneaux. C'est donc tout petit. Et donc voilà, c'est le quota, j'allais dire, du photovoltaïque français à 2050, réparti sur les 400 000 agriculteurs. Ce qui veut dire que si on fait des projets de quelques mégawatts,
Il n'y en aura pas pour tout le monde. Si on fait des projets de quelques dizaines de mégawatts en moyenne, il y en aura encore moins pour tout le monde. Et si on fait des très gros projets, dit autrement, si on fait 1000 projets de 100 mégawatts, on va faire que 1000 projets. Hein. On aura... Voilà, donc, nous, on a une vision d'un agrivoltaïsme qui pourrait toucher 10% des agriculteurs, à peu près, ordre de grandeur, à travers à peu près 30 000 projets. Il y aura à peu près 300 000 agriculteurs en 2050, ça a été rappelé tout à l'heure. Et donc, à travers 30 000 projets, ce qui fait une taille moyenne des projets de 2-3 mégawatts, quelques hectares. Ça peut permettre des projets plus gros, des projets plus petits, mais ça, c'est à peu près la taille moyenne. Et on est très vigilant au fait que, très attentif en tout cas, au fait que cette manne soit répartie le plus justement possible et au travers de grands nombres de projets petits, ce qui aura aussi le mérite de bien les intégrer, parce que c'est plus facile d'intégrer visuellement un projet de quelques hectares qu'un projet de 1000 hectares. Hein, ça, je veux dire, ça... Et donc, il y a beaucoup de vertus, il nous semble, à avoir des projets de taille respectable. Ensuite, ça ne veut pas dire que tous les projets ont la même taille, bien évidemment. Là-dessus, il y a une variété à avoir, mais en tout cas, on privilégie un agrivoltaïsme distribué avec plusieurs dizaines de milliers de projets. Il peut y avoir tout de même différents types de photovoltaïque. Tout le monde pourrait, enfin, davantage de monde pourrait en profiter si on accumule les centrales au sol, les centrales sur toiture et les centrales agrivoltaïques. Enfin, il y a une variété dans les installations photovoltaïques tout de même. Il n'y a pas que l'agrivoltaïsme. Non, mais là, moi, je parlais de l'agrivoltaïsme. On pense que ça peut représenter 60-80 gigawatts d'ici 2050. Que ça représentera le segment le plus important de croissance du photovoltaïque. Je crois que tout le monde sera plus ou moins d'accord là-dessus. Ensuite, on peut discuter des chiffres. Pourquoi ça va être le segment le plus important ? On dit souvent parce qu'il n'y a pas assez de terrain. Ça ne va pas être mon propos. Mon propos, c'est que la demande du monde agricole de protection climatique au sens large, que ce soit pour le bien-être animal ou pour les protections des cultures, va être monstrueuse dans les décennies qui viennent, mais monumentale à cause des changements climatiques. Et on n'aura pas assez de panneaux pour répondre à la demande, en gros. Et donc, l'agrivoltaïsme va être tiré, on le constate aujourd'hui, par le changement climatique. On l'a constaté en 2022. Ça a été énorme. Il y a eu une vraie prise de conscience, d'ailleurs, de beaucoup sur ce sujet. Et évidemment, les années qui viennent vont malheureusement être du même acabit, voire pire. Et donc, cette demande va être tirée par l'ampleur des changements climatiques. Merci. Alexandre Bardet, comment voyez-vous cette question de la répartition du nombre de panneaux photovoltaïques ? Là, il y a une chose qui est certaine en France, c'est qu'il y a une diversité agricole sur les territoires et que chaque territoire a ses propres besoins, ses propres problématiques et qu'il y aura de la place pour des petits comme des grands projets. Et il faudra tout pour arriver aux objectifs. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, puis peut-être d'ajouter rapidement sur cette question de la manne qu'effectivement, il y a une telle diversité de territoires qu'il y a des projets qui se prêteront plus à certains territoires que d'autres. Et je pense qu'on a aussi... Il y a le rôle aussi que peuvent jouer les collectivités territoriales dans la gestion de cette manne. Je ne sais pas de quelle manne d'ailleurs on veut parler, mais je pense que le développement de l'agri-PV peut aussi aider sur la baisse des coûts de panneaux, donc peut-être favoriser certaines installations en toiture pour les agriculteurs ou même pour des particuliers. Et demain, c'est aussi la répartition à avoir avec les collectivités, parce que quand on crée qu'on fait des projets qui sont des vrais projets de territoire co-construits, dans un cadre réellement partagé avec l'ensemble des acteurs des territoires. On peut aussi supposer et inventer des modèles, des nouveaux modèles, justement, pour favoriser la répartition de cette manne aux bons endroits et aux bons enjeux de ces territoires. Merci. Je vais passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des mains qui vont se lever ? Je me tourne vers vous. Vous avez normalement des micros qui vont circuler dans la salle, au moins un. Est-ce que le deuxième va être disponible ? Oui. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à nos intervenants ? Vous êtes nombreux. Ah, monsieur et madame. Madame devant. Alors, monsieur d'abord et madame ensuite. Oui, merci aux organisateurs
cette table ronde. J'en déduis de vos présentations que les serres maraîchères photovoltaïques pourraient être intégrées dans le concept agrivoltaïque, n'est-ce pas? Si oui, comment interpréter l'attitude de certaines chambres d'agriculture, notamment du sud de la France, qui ont plutôt été très réticentes à l'évolution non négligeable de ces serres avec des maraîchers dont la technique a du mal à suivre l'ombrage ainsi porté? Qui veut répondre? Antoine Nogier? Oui. Les serres photovoltaïques, il y a des serres agrivoltaïques. Enfin, il y en a qui répondent à cet enjeu de cette définition de l'agrivoltaïsme, et il y en a aussi qui ont été des serres alibi. Et en fait, les serres photovoltaïques, ça dépend ce que l'on fait et pourquoi elles sont faites. Il y a des exemples de serres vides, il y a des exemples de serres dans lesquelles la production s'est effondrée au point que l'agriculteur a arrêté d'exploiter. Il y a également des exemples de serres qui ont véritablement apporté des services à l'agriculteur, qui lui ont permis de mettre en place un type d'agriculture particulier qui fonctionne, etc. Et donc, j'allais dire, une fois que cette définition sera posée, on va pouvoir commencer les serres photovoltaïques. Il y a des serres agrivoltaïques. Enfin, il y en a qui répondent à cet enjeu de cette définition de l'agrivoltaïsme, c'est des serres alibi. Et en fait, les serres photovoltaïques, ça dépend ce que l'on fait et pourquoi elles sont faites. Il y a des exemples de serres vides, il y a des exemples de serres dans lesquelles la production s'est effondrée au point que l'agriculteur a arrêté d'exploiter. Il y a également des exemples de serres qui ont véritablement apporté des services à l'agriculteur, qui lui ont un type d'agriculture particulier qui fonctionne, etc. Et donc, j'allais dire, une fois que cette définition sera posée, on va pouvoir commencer à les serres photovoltaïques. Il y a des serres agrivoltaïques. Enfin, il y en a qui répondent à cet enjeu de cette définition de l'agrivoltaïsme. Et en fait, les serres photovoltaïques, ça dépend ce que l'on fait et pourquoi elles sont faites. Il y a des exemples de serres dans lesquelles la production que l'agriculteur a arrêté d'exploiter. Il y a également des exemples de serres qui ont véritablement apporté des services à l'agriculteur, qui lui ont un type d'agriculture particulier qui fonctionne, etc. Et donc, j'allais dire, une fois que cette définition sera posée, on va pouvoir commencer à les serres photovoltaïques. Il y a des serres agrivoltaïques. Enfin, il y en a qui répondent en jeu de cette définition de l'agrivoltaïsme. Et en fait, les serres photovoltaïques, elles sont faites. Il y a des exemples de serres dans lesquelles la production que l'agriculteur a arrêté d'exploiter. Il y a également des exemples de serres qui ont véritablement apporté des services à l'agriculteur, qui lui ont un type d'agriculture particulier qui fonctionne, etc. Et donc, j'allais dire, une fois que cette définition sera posée, on va pouvoir commencer à les serres photovoltaïques. Il y a des serres agrivoltaïques. Enfin, il y en a qui répondent à cette définition de l'agrivoltaïsme. Et en fait, les serres photovoltaïques, elles sont faites. Il y a des exemples de serres dans lesquelles la production que l'agriculteur a arrêté d'exploiter. Il y a également des exemples qui ont véritablement apporté des services à l'agriculteur, qui lui ont un type d'agriculture particulier qui fonctionne, etc. Et donc, j'allais dire, une fois que cette définition sera posée, on va pouvoir commencer à les serres photovoltaïques. Il y a des serres agrivoltaïques. Enfin, il y en a qui
cette définition de l'agrivoltaïsme. Et en fait, les serres photovoltaïques, elles sont faites. Il y a des exemples de serres dans lesquelles que l'agriculteur a arrêté d'exploiter. Il y a également des exemples véritablement apporter des services à l'agriculteur qui l'ont un type d'agriculture particulier qui fonctionne, etc. Et donc, j'allais dire, une fois... En tout cas, il y a plus, comme mes collègues notamment d'EDF disaient, il y a plus de contraintes au début. C'est-à-dire, si on veut travailler bien les projets, il y a un enjeu dans les phases de développement, travailler ces enjeux d'impact agricole, de design synergique. Souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent les structures, si on veut qu'elles prennent en compte ces enjeux-là, sont un peu plus complexes. Si on fait comme Antoine Nogier, des structures pilotées, si on fait tout ça, c'est quand même un petit peu plus cher. Après, c'est toujours pareil, c'est le coût peut-être plus grand à la construction. Après, quel est le modèle aussi vertueux dans les autres phases de création de valeur? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut réfléchir, et c'est pour ça que nous, on aime beaucoup faire rentrer les partenaires dans nos centrales, c'est aussi pour pouvoir se dire où sont les leviers économiques qu'on va faire derrière. Si on arrive à tarifer plus cher parce qu'on a un enjeu d'écouler l'énergie en local et parce qu'on arrive à le valoriser avec une traçabilité de l'électron, ben on va créer un modèle de valeur différent. Donc, moi, il y a l'histoire de coût, il y a l'histoire de loyer. Moi, j'aime bien plutôt parler de la valeur et qu'on arrive à assembler des briques de valeur pour que les projets soient autoportants à l'échelle du territoire. Toi, Nogier, sur le modèle économique de l'agrivoltaïsme. J'allais dire, si on veut produire l'énergie la moins chère, il faut mettre des panneaux sur le sol et arrêter de faire de l'agriculture. C'est assez simple. Si on s'est fixé comme interdiction d'arrêter de faire de l'agriculture et au contraire de laisser une activité agricole identique, voire et plus résiliente qu'auparavant, évidemment, ça a un coût, puisqu'on ne va pas mettre les panneaux bêtement au sol, les plus serrés les uns les autres. C'est une évidence. Et donc, une fois qu'on a dit ça, quel modèle souhaite-t-on? Si on veut à la fois avoir notre souveraineté alimentaire préservée, et Dieu sait qu'on en aura besoin pour les années et décennies qui viennent. Souvent, on l'ignore, mais c'est vraiment... Et ça a une valeur. Ça a une valeur. Si on veut pouvoir avoir des exploitations agricoles et des productions locales, si on veut pouvoir continuer d'acheter des tomates l'été sans qu'elles triplent ou sans qu'on nous dise désolé, j'en ai plus. Et c'est ça qui va se passer quand même. Et il faut que ça a de la valeur aussi. Donc, ce qu'on essaye de chercher, c'est un couple gagnant. Et j'allais dire, si on le regarde d'un point de vue uniquement microéconomique, on risque de passer à côté du sujet. Le sujet, il est un sujet de souveraineté au niveau alimentaire et au niveau énergétique. C'est un sujet global. Souvent, les bénéfices, par exemple, les bénéfices à conserver de l'eau sur un territoire et être capable de continuer d'irriguer une année sur 5, par exemple, où on risque d'être coupé d'eau. Et vous savez qu'une culture qui est coupée complètement d'eau, elle dépérit. Si vous avez planté un arbre, des arbres et que vous n'avez plus d'eau, ben vous allez les perdre, vous allez être obligé de les arracher, de les replanter. Et donc, vous voyez qu'il y a des effets qui sont parfois compliqués à modéliser, et qui se regardent à l'échelle également du bassin du territoire. Et donc c'est pour ça que avoir une approche purement microéconomique, elle n'a pas de sens. Ensuite, j'ajoute que le solaire est rentable sous toutes ses formes. Toutes ces formes. La toiture solaire, c'est rentable, c'est moins cher que le prix de l'énergie et ça va le rester pour longtemps. Le parking solaire, c'est moins cher que les prix de l'énergie, ça va le rester pour longtemps. L'agrivoltaïsme, sous toutes ses formes, alors sauf les formes les plus extravagantes, mais sous toutes ces formes raisonnables, le solaire photovoltaïque est aujourd'hui une énergie rentable et qui va l'être pour longtemps. Donc la question n'est pas tant la rentabilité maintenant que l'impact global, y compris au niveau du territoire. Au niveau social, évidemment. Merci pour cette réponse. D'autres questions dans la salle? Oui, alors monsieur qui a le micro et ensuite devant lui. Bonjour. Bonjour, je me passe aussi du point de vue énergéticien, parce que je travaille pour l'entreprise Photosol qui fait de l'agrivoltaïsme depuis 10 ans en France.
Je voudrais revenir sur... on a entendu plusieurs fois qu'il n'y avait aucun cadre réglementaire sur l'agrivoltaïsme en France aujourd'hui. Et du point de vue développeur, ça m'interpelle un petit peu parce qu'il me semble quand même que sur un projet agrivoltaïque, on est tenu, quand c'est le cas, quand on est sur une terre agricole, de financer une étude préalable agricole. Et l'attribution du permis de construire à la main du préfet se base sur l'avis favorable ou non de la mairie, l'avis favorable ou non de la communauté de communes. On doit passer aussi en CDPENAF, Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans lequel on trouve la Chambre d'agriculture, plusieurs syndicats agricoles, et qui, eux aussi, donnent un avis favorable ou non au projet. Il me semble quand même que c'est un cadre réglementaire qui s'applique au projet agrivoltaïque. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point et préciser que certes, on peut renforcer le cadre réglementaire existant pour que les projets soient plus vertueux, mais de là à dire qu'il n'y en a aucun, je trouve que c'est un peu exagéré. Qui veut répondre ? Antoine Nogier ? Marie Sepcha ? C'est un cadre réglementaire pour le photovoltaïque, mais pas pour l'agrivoltaïque en fait. C'est un cadre réglementaire pour le photovoltaïque sur terre agricole. C'est un cadre par défaut, j'allais dire, parce que le photovoltaïque sur terre agricole n'a pas fait l'objet en fait d'une réflexion telle qu'elle est aboutie aujourd'hui. Et c'est ça qui me semble important de souligner, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie réflexion qui a été menée par le Sénat, maintenant par l'Assemblée nationale, pour réfléchir aux projets agrivoltaïques. Il y a également une réflexion sur les projets photovoltaïques sur terre agricole qui ne sont pas agrivoltaïques. Et c'est tout l'intérêt de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Marie Sepcha, vous voulez compléter ? Oui, je vais juste compléter. Effectivement, vous avez raison, il y a un cadre réglementaire en effet. Mais on voit bien aussi aujourd'hui, c'est très dépendant de chaque territoire, chaque position de différentes instances qui vont avoir à se prononcer en fait sur ce type de projet. Et on voit bien, in fine, les services de l'État qui ont un peu de mal parfois à trancher sur ces types de projets, et d'autant plus dans l'attente de poser ce cadre vraiment réglementaire spécifique à l'agri-PV avec comme question centrale de bien conserver justement l'usage, puisque jusque-là, certains développeurs pouvaient développer des projets en milieu agricole et on parlait tout simplement d'éviction en fait de l'exploitant agricole. Donc l'objectif, c'est bien de protéger ça. Alors il nous reste au moins 3 questions si j'ai bien compté. Monsieur d'abord. Bonjour, David Portalès chez LHD. Je vous remercie de la qualité des échanges. C'est rare d'avoir des tables rondes de cette qualité. Par contre, c'est de plus en plus fréquent, parce qu'au début, les modèles avaient plutôt tendance à s'opposer. Et il me semble qu'on arrive petit à petit à un consensus. Il y a encore des choses qui font débat, mais c'est intéressant. Il ne faudrait pas que le débat ralentisse le déploiement des énergies renouvelables. Excusez-moi, je n'ai pas le retour. Parce que Energaia, c'est un salon qui a été créé il y a à peu près 15 ans, 17 ans. 16 ans. 16 ans, voilà. On avait un stand ici à l'époque, ça s'appelait pas GLHD. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en 15 ans ou 16 ans, les énergies renouvelables dont on parle aujourd'hui, elles ont une vocation à assurer une transition énergétique et qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie, parce que comme l'a dit Antoine, et je suis ravi qu'il l'ait souligné sur ses volumes, l'agrivoltaïsme a donc une place majeure dans le mix à venir, mais il ne faudrait pas que ça prenne 40 ans. Parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc il faut rester raisonnable et vertueux, mais il ne faut pas opposer les projets. Donc ce qui est vraiment très intéressant dans cette table ronde, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs approches, et qu'a priori, elles ont toutes au moins les mêmes valeurs, de mettre le projet agricole au milieu, et puis après on va aller dans l'expérimentation. Et la réglementation a tout le temps de changer si on devait attraper ces fameux projets alibi dont on parle beaucoup dans le débat, mais qui ne sont pas présents ici. Oui, puis on ne sait pas ce que ça représente non plus dans la masse absolue. J'avais juste une question pour Benoît Roux. La France a cette fâcheuse tendance à penser qu'elle a tout inventé. En plus, le début de l'agrivoltaïsme, comme on le voit, on ne sait pas exactement où on le positionne. Est-ce que l'Allemagne n'a pas mauvaise pour une fois d'être en retard? Parce que nous, on pense qu'on a inventé l'agrivoltaïsme. Comment vous faites pour être à la traîne et nous suivre, alors que BayWa, par principe, c'est en soi une société qui cumule et agriculture et énergie renouvelable depuis longtemps? Une petite pique pour finir. Merci pour cette question, David.
Non, alors quand tu parles de l'Allemagne, je ne sais pas si tu parles de l'Allemagne en tant que pays ou de BayWa en tant que leader mondial des énergies renouvelables. Parlez d'où vous êtes. Bon, alors effectivement, si c'est de BayWa dont tu parles, non, je ne pense pas qu'on soit très en retard sur le sujet. Effectivement, on n'a pas de réalisation agri-PV, en tout cas pas dans la forme où je l'ai commenté aujourd'hui. On a d'autres projets agri-PV qui sont en exploitation sur d'autres typologies, notamment sur l'élevage. Mais ce n'était pas mon propos d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, vraiment, mon propos, c'était de présenter ce qu'on peut faire en termes d'agri-PV pour l'arboriculture. Voilà. La culture de fruits rouges, notamment, c'était mon exemple. Donc ça, c'est des projets qui sont faits aux Pays-Bas par la filiale de BayWa localement depuis 2019. Voilà. Donc c'était pas en Allemagne. Hein. Les premiers projets allemands ont vu le jour l'année dernière, en 2021. Voilà. Est-ce que l'Allemagne est la mauvaise? Je ne sais pas. En tout cas, chez BayWa RE, on est tous très, très contents d'être dans la partie, d'avoir aujourd'hui des références, des retours d'expérience à partager avec la filière. Je pense que c'est important aussi cette transparence et ce partage de bonnes pratiques. Et on va continuer à y contribuer. Est-ce que je peux répondre, moi, pour une fois? Je vis en Allemagne, donc j'aimerais mettre mon grain de sel sur la question. Je rappelle que l'Allemagne a pour objectif d'installer d'ici 3 ans 22 gigawatts de photovoltaïque par an, ce qui était la taille du marché européen il y a quelques années. Donc je pense que si la France ne se dépêche pas, c'est l'Allemagne qui va venir nous amener son agrivoltaïsme. Oui, il va falloir qu'ils en mettent un peu partout. Les questions, on continue. Monsieur. Oui, bonjour, je suis agriculteur et là, j'aimerais faire du photovoltaïsme. Est-ce qu'il y a des centres de recherche, type IMARA ou autres, qui font des évaluations de possibilités de culture sous les ombrières, par exemple? Bon, vous avez parlé de fruits rouges, mais j'espère qu'il y a certainement d'autres productions qu'on peut faire. Alors, qui veut répondre? Je crois qu'il y a pas mal de productions agricoles qui ont été expérimentées. Il y a beaucoup de démonstrateurs qui sont en cours. Qui veut répondre? Monsieur Nogier? Marie Sebcha, bon, il faut vous commencer. Et Monsieur Nogier, peut-être. Juste de dire qu'en tout cas, nous, effectivement, on travaille avec l'INRAE sur plusieurs démonstrateurs, de nos démonstrateurs, donc notamment sur des suivis luzerne et blé sur les renardières, donc en Seine-et-Marne, comme je l'évoquais. On va tester en partenariat avec l'INRAE aussi la viticulture avec un démonstrateur en 2023 en Aquitaine. Oui, là on va tester aussi l'INRAE aussi dans le coup sur le riz dans le Gard. Donc oui, je pense que vous pouvez toujours vous renseigner auprès des INRAE locales sur les filières et les cultures sur lesquelles ils peuvent nous accompagner et vous accompagner pour tester. Oui. Antoine Nogier. En France et ou en Europe, il y a eu des expérimentations et des travaux qui se sont faits sur le blé, le maïs, la vigne, toutes sortes d'arboriculture, kiwi, cerises, pommes, poires, abricots, pêches, etc., nectarines. Quoi d'autre, j'oublie? Évidemment, plusieurs cultures maraîchères. Il y en a énormément où il y a de l'info à collecter, notamment sur les serres, qui n'ont pas toujours été... En fait, ça me permet de rebondir sur quelque chose, c'est que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets de démonstration qui s'appuient sur une zone témoin, ce qui permet d'avoir quand même des éléments de preuve, d'objectiver, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et de pouvoir produire de la donnée qui permettent quand même c'est plus facile de convaincre et de montrer quand il y a ça. Ensuite, s'agissant je suis pas sûr que ce soit le rôle des laboratoires de recherche d'être conseil pour l'installation de telle ou telle culture. On n'est pas dans leur rôle. Eux, ce sont des labos de recherche qui restent sur la recherche. Ensuite, il y a plein d'entreprises qui ont travaillé là-dessus. Et vous pouvez vous rapprocher de France Agrivoltaïsme qui pourra vous mettre en relation avec les différents adhérents si vous le souhaitez. Merci. Une question devant, et ce sera la dernière.
Oui, alors bonjour à toutes et tous. Ma question porte sur ce que vous avez expliqué. Il n'y aura pas de photovoltaïque pour tout le monde. L'objectif étant autour de 80% de 100 gigawatts. Pour autant, ça va représenter pour des producteurs de 250 kVA, ça va représenter un certain nombre. Est-ce que vous pensez que pour 2050, on va être à l'objectif, avec le fonctionnement qu'on a aujourd'hui, développement, avec tous les développeurs que l'on a, est-ce qu'avec les règles, la réglementation, les petits freins qu'il pourrait y avoir par les services de l'État ou le développement, est-ce qu'il y a besoin de chercher des acteurs qui simplifieraient justement et être plus efficace dans le développement des énergies pour être au résultat de 2050. Qui veut répondre à cette question difficile parce que 2050 c'est loin. Benoît Roux. Oui, effectivement sur la partie réglementaire, la partie qui découle, dont va découler la partie permitting. Aujourd'hui, on a besoin de clarification, de simplification, d'accélération, de réduction des délais d'instruction, clairement. Et donc, ça va nécessiter aussi pour les services de l'État de recruter massivement, de pouvoir encaisser, parce que c'est vraiment un afflux de projets auquel on s'attend dans les années qui viennent et qui devra être encouragé par les pouvoirs publics et par les territoires. Et donc cette partie permitting et la partie intégration au réseau, la partie raccordement. Là aussi, on a des barrières, on a des aspects réglementaires qui aujourd'hui ne permettent pas, à mon sens, une anticipation suffisante pour la capacité d'accueil de tous ces projets. Donc là aussi, il faudra trouver des solutions avec les pouvoirs publics pour accueillir plus rapidement ces projets qui seront autorisés. Parce qu'aujourd'hui, voilà, une grosse partie des délais de mise de réalisation de ces projets concerne aussi une attente pour la mise à disposition du raccordement. Nicolas Ferras, un mot de conclusion du coup. Oui, juste je suis complètement en ligne sur ces enjeux de raccordement qui vont être une vraie problématique très rapide. Mais en plus, il y a aussi une notion de pédagogie. C'est-à-dire on est sur quelque chose qui est naissant, on est en acquisition de références. Voilà, monsieur se pose plein de questions. Il y a un enjeu de la filière, mais de la filière générale, c'est-à-dire agricole et énergéticien aussi, à informer, à structurer l'information, à structurer l'accompagnement de ces projets-là. Et je pense que là, c'est naissant, ça commence, on voit les anciennes les OPA, les réseaux structurants des territoires s'en emparer, mais ça va prendre un peu de temps. Deuxième, il faut structurer les compétences. C'est pas anodin aujourd'hui, même pour des énergéticiens, de créer des bureaux d'études agronomiques, de travailler avec des bureaux d'études qui vont avoir une multitude d'études préalables à gérer. Il faut que ça reste qualitatif et que ça ne soit pas non plus quelque chose qui s'industrialise pour s'industrialiser et répondre aux contraintes du législateur. Donc il faut faire monter l'expertise et l'accompagner. Et puis surtout, il va falloir éduquer les territoires. Et c'est là le gros enjeu. Moi, je pense que la première des choses, c'est la pédagogie. Et d'où aussi le fait qu'on soit tous là, et je pense que le message il est assez unanime derrière, c'est-à-dire il va falloir aussi sensibiliser les territoires, les riverains, les parties prenantes, avec des faits documentés, et ça sera important. Et si demain le sujet vous intéresse, à 11h30 justement on va présenter les résultats de l'ensemble de nos pilotes, de manière à factualiser aussi l'ensemble de ces informations-là vis-à-vis des parties prenantes. Donc moi je dirais la pédagogie à ne pas oublier. Dans quelle salle ? Sur notre stand. Très bien. Je vais vous demander d'applaudir et de remercier nos intervenants.